That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Jean-Paul, on va parler de quoi ce matin? On continue notre rétrospective de l'année 2020 pour nous intéresser maintenant aux différentes élections présidentielles qui ont eu cours durant cette période-là. Donc, on a eu des élections, de nombreuses élections dans le monde et notamment sur le continent africain. On a eu des élections en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Ghana, au Burkina Faso, au Niger. Et donc dans ces différents pays-là, évidemment, les paysages politiques, j'ai failli oublier la Centrafrique, les paysages, les résultats sont plus ou moins divers en fonction du paysage politique du pays en question. Bon, pour le Niger, pour la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, c'était des élections assez controversées dans la mesure où les présidents sortants briguaient un troisième mandat et les deux chefs d'État, Alassane Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire et Alpha Condé pour la Guinée-Conakry, ont été réélus pour un troisième mandat, malgré évidemment les contestations de l'opposition. Cette année également, nous avons eu des élections au Ghana où le président sortant Nana Akufo-Addo a été réélu. Bien entendu, son adversaire, Jonathan Mills, qui était aussi ancien président du Ghana, a contesté les résultats et le contentieux est actuellement traité par les juridictions compétentes. On a eu également des élections au Burkina Faso qui ont vu la réélection quasi triomphale, si on peut dire ça, de Marc Roch Christian Kaboré, qui était le président sortant, qui a été réélu au premier tour. C'est une élection évidemment aux enjeux sécuritaires, puisque la Guinée, le Burkina Faso, comme son voisin le Niger et l'autre voisin le Mali, sont régulièrement la cible d'attaques terroristes de la part de groupes djihadistes qui sévissent notamment dans le Sahel. Et donc Roch Marc Christian Kaboré a donc été réélu et a donc promis de tout mettre en œuvre pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Alors, un peu plus bas du côté de l'Afrique centrale, comme je l'ai dit, enfin un peu plus à côté d'abord, on a eu le Niger aussi. Le Niger où les résultats définitifs ne sont certes pas encore sortis, mais les tendances de sortie des urnes laissent penser que Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, le parti de Mahamadou Issoufou, qui après 2 mandats, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Donc c'est le candidat et son bras droit candidat de son parti qu'il soutient activement, Mohamed Bazoum, semble avoir déjà un peu plus d'1 million d'écart de voix avec son plus proche adversaire, et donc cela laisse augurer que évidemment il y ait de très fortes chances que celui-ci soit déclaré vainqueur de cette élection présidentielle, ce qui serait une première pour le Niger, puisque ce pays-là n'a jamais vu depuis son indépendance, plus de 60 ans, deux présidents se passer le pouvoir de manière pacifique. Il n'y a jamais eu de passation pacifique de pouvoir au Niger. Les présidents ont toujours été changés par des coups d'État. Et donc ça, évidemment, c'est un grand pas dans l'histoire de ce pays. Et on attend évidemment ce que cela va donner, puisque la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore donné les résultats officiels définitifs. Donc un peu plus bas, toujours en Afrique, cette fois-ci en Centrafrique, là-bas évidemment les élections sont un peu plus, les résultats sont un peu plus mitigés, puisque les 2 tiers du pays sont tenus par des bandes armées soutenues pour la plupart par l'ancien président François Bozizé, qui au moment où nous parlons fait l'objet d'une enquête pour haute trahison et tentative de déstabilisation de l'État. Et donc les élections se sont déroulées de manière assez calme à Bangui, la capitale, mais pour ce qui est de l'intérieur du pays, que l'on parle de Bossem-Guélé, que on parle des autres grandes villes de l'intérieur, les résultats sont assez difficiles à savoir, puisque une grande partie des bandes armées avaient menacé tout au long de la campagne électorale de s'attaquer aux civils qui allaient tenter de voter, et même l'ancien président François Bozizé avait justement dit qu'il soutenait les groupes armés et il avait demandé aux citoyens de ne pas aller voter. Donc cela aurait, semble-t-il, joué sur le fait qu'il y ait une très forte abstention dans certaines zones de l'intérieur du pays. Mais pour le moment, évidemment,
étant donné que les élections ne se sont pas déroulées sur l'ensemble du territoire et que évidemment la menace que faisaient peser les groupes armés ait aussi eu une incidence forcément sur l'abstention, eh ben, l'opposition politique à Faustin Archange Touadéra, le président sortant, qui brigue sa réélection pour un second mandat, cette opposition-là avait demandé un glissement technique des élections, donc pas un report, mais dans les faits, c'est à peu près la même chose. Mais évidemment, le gouvernement centrafricain, soutenu par la communauté internationale, avait refusé de souscrire à la proposition de l'opposition en arguant qu'il ne voulait pas plonger la Centrafrique dans une crise politique et institutionnelle qui pourrait être engendrée par le fait que le président Faustin Archange Touadéra soit au pouvoir alors que son mandat techniquement soit terminé. Donc c'est pour éviter cette situation que la communauté internationale qui finance même cette élection présidentielle en Centrafrique avait donc demandé et obtenu du gouvernement centrafricain de maintenir cette date du 27 décembre. Et donc jusqu'à présent, on attend les résultats officiels définitifs. On attend que ceux-ci soient compilés. Mais étant donné la situation sur le terrain, puisque durant ces élections présidentielles en Centrafrique, il y a eu plusieurs cas litigieux. On a des zones, par exemple, où les cartes d'électeurs ne sont pas arrivées à temps, des zones où le matériel électoral n'était pas disponible le jour de l'élection, des zones où même les listes électorales n'étaient pas affichées, donc les électeurs n'ont pas pu savoir s'ils figuraient ou pas sur ces listes électorales-là. Et donc tout ça, avec bien entendu des convois qui transportaient certains matériels électoraux qui ont même été attaqués par certains groupes armés. Donc tout ça laisse planer, évidemment, un doute sur la crédibilité de ce scrutin, mais pour le moment, ni la communauté internationale, quand je dis la communauté internationale, c'est en général l'Organisation des Nations Unies, présente à hauteur de 11 000 casques bleus dans le pays, et puis certains bailleurs de fonds qui soutiennent le gouvernement centrafricain en disant que même s'il y a eu évidemment des petites tensions ça et là, mais ces tensions-là ne sont pas de mesure à décrédibiliser ce scrutin. Ce qui n'est pas évidemment le point de vue de certaines organisations non gouvernementales qui sont présentes sur place et même certaines associations politiques et certains partis de l'opposition centrafricaine qui estiment au contraire que l'élection ne s'étant pas déroulée sur l'ensemble du territoire et donc il n'y a pas une équité entre tous les Centrafricains quant à leur droit de vote. Et donc, à ce titre-là, ils auraient dû ne pas considérer, ils auraient dû annuler même ce scrutin. Mais pour le moment, évidemment, on va voir ce que la Cour constitutionnelle va décider par rapport à cela. Alors, hors du continent africain, on a eu aussi une élection controversée en Europe de l'Est, la Biélorussie, où le président Loukachenko, qui est au pouvoir depuis près de 29 ans déjà, briguait un 8e mandat. Alors ce mandat il a eu malgré de très fortes controverses puisque évidemment l'opposition biélorusse avait fortement contesté ces résultats. La communauté internationale dont certains pays de l'Union européenne ont même refusé de reconnaître le président Loukachenko, mais son principal allié qui est la Russie, avec Vladimir Poutine, s'est rapidement, évidemment, empressé de soutenir son voisin et a même, évidemment, joué de tout son poids pour empêcher que le régime biélorusse qui fait face depuis des semaines à des vagues régulières de contestation populaire, puisse tenir le bout. Et donc, le président Loukachenko, qui a bien entendu fait un certain nombre de promesses, disant par exemple qu'il fallait mettre en place un véritable dialogue national pour essayer de comprendre les raisons du mécontentement du peuple biélorusse et puis il fallait également mettre en place des mécanismes qui pourraient permettre qu'à terme on ne puisse plus contester des élections en Biélorussie. Alors bien entendu les principaux opposants à Loukachenko sont pour la plupart sortis du pays, ils sont soit réfugiés en Lituanie, soit réfugiés dans d'autres pays européens. Mais apparemment, jusqu'à présent, le régime de celui-ci la tient bon. Et donc, évidemment, l'opposition à Loukachenko reste aussi ferme sur ses positions, arguant que celui-ci n'est pas le président légitime du peuple biélorusse. Mais ça, évidemment, lorsqu'on regarde l'histoire de ce pays, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement nouveau. Alors, une autre élection
c'est celle qui s'est déroulée aux États-Unis, hein, où Donald Trump était candidat à sa succession, était candidat à sa réélection, pardon. Et donc cette élection, qui a été une élection parmi les plus tendues de toute l'histoire des États-Unis, hein, tant qu'on connaît la personnalité clivante de Donald Trump. Et il a eu malheureusement un adversaire. Enfin, il y a un événement qui a malheureusement joué en sa défaveur, si on doit dire les choses telles quelles, c'est le coronavirus qui s'est un peu invité dans la campagne électorale, dans la mesure où pendant de longs mois, Donald Trump avait d'abord nié la réalité de cette pandémie-là sur le territoire américain, et ensuite il avait tardé à mettre en place de véritables mesures sur le plan fédéral pour tenter d'endiguer la progression qui était exponentielle de cette maladie. Là, malgré les appels à l'aide de certains États, comme la Californie, comme le Texas, qui sont des États, ou l'État de New York, qui sont des États qui étaient et qui sont toujours véritablement menacés de plein fouet par cette pandémie. Et donc cela a joué contre lui, puisque lui, après, il a même contracté le coronavirus. Et donc tout ça a fait que, avec également les mauvais résultats économiques qui s'en sont suivis, hein, parce que les États-Unis ont dû, dans certains États, confiner, ils ont dû fermer, l'activité économique a dû tomber en berne. Et donc, en moins de 10 mois, plus de 14 millions d'emplois ont été détruits aux États-Unis, même si depuis environ 3 ou 4 mois, on sent une véritable reprise de l'activité économique, mais évidemment, le mal reste là. Il ne faut pas oublier que Donald Trump avait dernièrement, la semaine dernière, mis son veto sur le plan de financement des allocations chômage, hein, pour aider les entreprises et les familles à faire face aux effets du coronavirus, parce que les indemnités chômage cessaient, je crois, le 31 décembre, et donc il fallait trouver de nouveaux financements pour permettre à ce que l'État fédéral puisse continuer à aider ces familles et ces entreprises-là jusqu'à l'arrivée du prochain président, en l'occurrence Joe Biden, le 20 janvier prochain. Et donc, après de longues négociations démocrates et républicains, ils se sont entendus sur un montant de 900 milliards de dollars pour financer évidemment ces aides-là. Donald Trump avait mis son veto, estimant que le montant était ridiculement bas, parce qu'accorder 600 dollars à une famille et 2000 ou 2500 dollars à une entreprise, ce sont des montants qui étaient ridiculement bas. Et il avait donc demandé aux républicains de renégocier le deal en augmentant les montants, en les amenant à 2000 dollars pour les familles et à un peu plus de 10 000 dollars pour les entreprises. Alors, les démocrates, eux, étaient prêts à renégocier ce deal-là parce que c'était justement ce qu'ils voulaient, plus d'aide, notamment accordée aux ménages. Mais les républicains, eux, ils sont restés arc-boutés sur leur principe de rigueur budgétaire. Et donc, pour eux, augmenter ces indemnités-là à chômage risquait de faire exploser, évidemment, le budget et donc risquait de creuser davantage le déficit. Donc ça, ils étaient totalement opposés. Et donc, pour éviter que des millions de familles et des millions d'entreprises ne sombre un peu plus dans la précarité, eh ben, le Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat, réunis en Congrès, eh ben, ont pu contourner le veto du président américain parce qu'évidemment, la Constitution le prévoyait et c'est ainsi que cette aide supplémentaire de 900 milliards a déjà été débloquée en faveur des familles et des entreprises. Donald Trump également qui continue à susciter la polémique puisque le Washington Post a divulgué hier une conversation qu'il aurait eue avec le secrétaire d'État à la Géorgie, le secrétaire d'État en charge des élections. Il ne faut pas l'oublier qu'au moment où nous parlons, il y a une élection cruciale qui se déroule en Géorgie. On doit déterminer évidemment les 2 sénateurs de cet État-là pour renouveler. Vous savez qu'à chaque élection présidentielle, un tiers du Sénat également se renouvelle au cours de l'élection présidentielle. Et donc, les sénateurs, les démocrates et les républicains sont au coude à coude. Il y a 100 sur la centaine de sénateurs. Eh ben, pour le moment, les républicains sont en avance. Ils en ont 50 et donc les démocrates en ont 48. Et donc les deux là sont cruciaux. Si ces 2 sénateurs tombent dans l'escarcelle des républicains, les républicains auront la majorité absolue au Sénat. Et donc le président élu, lorsqu'il prendra ses fonctions, Joe Biden sera obligé de négocier régulièrement avec les républicains pour essayer de mettre en place sa politique et ça évidemment ça va être particulièrement difficile. On l'avait vu notamment avec Barack Obama
Par contre, si les démocrates remportent ces 2 sièges-là de l'État de Géorgie, eh bien, ils vont revenir à 50 sénateurs, ce qui fera une égalité parfaite entre républicains et sénateurs. Et c'est là où, justement, Kamala Harris, qui est vice-présidente et qui sera en même temps présidente du Sénat, c'est là où sa voix va justement faire pencher, si tu veux, l'avantage du côté des démocrates, parce que ceux-ci se retrouveraient avec 51 sénateurs contre 50 sénateurs pour les républicains, ce qui permettrait évidemment à Joe Biden d'avoir la majorité et au Sénat et à la Chambre des représentants et avoir ainsi les coudées franches pour pouvoir mettre en place la politique qu'il souhaite pour le pays. Donc c'est une élection cruciale et donc le Washington Post a diffusé hier une conversation dans laquelle on écoute Donald Trump demander au secrétaire d'État aux élections en Géorgie de bidouiller les résultats pour inverser les résultats finaux en narguant que, évidemment, les démocrates avaient triché, etc., etc. Évidemment, le secrétaire d'État a refusé parce qu'il savait que ça devait être quelque chose de grossier et évidemment, c'est sa notoriété et la notoriété du Parti républicain qui risquerait d'être entachée, donc il a refusé. Et donc, Donald Trump, évidemment, s'est fendu dans un tweet incendiaire contre cet homme politique-là en disant qu'il était incapable, qu'il n'avait pas répondu correctement aux interrogations que Donald Trump avait posées par rapport au vote d'électeurs fantômes, par rapport au fait que dans des zones où il y avait majoritairement des républicains, ceux-ci n'avaient pas pu voter, un certain nombre de griefs contre l'organisation des élections dans cet État, ce à quoi évidemment l'élu local a répondu en disant que toutes les allégations que Donald Trump faisait étaient totalement fausses. Donc c'est important l'élection d'aujourd'hui et Donald Trump n'a toujours pas abdiqué, il continue à revendiquer sa victoire. Il a même dit que en cas de validation de l'élection par Joe Biden, validation par le Congrès, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a l'élection en Géorgie. Une fois que l'on aura les noms des sénateurs élus, ensuite le Congrès devra se réunir pour désigner, pour entériner, pour valider, si tu veux, le choix des grands électeurs au cours de cette élection du 3 novembre. Et ce n'est qu'à partir de là où, évidemment, tout sera mort pour Donald Trump. Et donc, il dit que le jour de cette élection, enfin, le jour où le Congrès sera réuni, il demande à l'ensemble de ses partisans d'aller à New York et de venir, évidemment, manifester par milliers contre cette validation de ce scrutin. Donc ça, c'est vraiment Donald Trump, il fait du trumpiste jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne respecte absolument aucune règle, y compris même les règles républicaines qui sont établies depuis des siècles aux États-Unis, à savoir que évidemment lorsqu'une élection a été validée, le perdant doit évidemment féliciter le gagnant. Donc lui, il reste dans sa posture et je crois même que s'il n'arrive pas à empêcher la validation par le Congrès de l'élection de Joe Biden, je crains fort qu'il ne vienne même pas être présent le 20 janvier prochain lors de la passation de pouvoir avec Joe Biden. Voilà donc résumé en quelques points les différentes élections présidentielles qui se sont déroulées dans le monde durant cette année 2020. Merci Jean-Paul avec nous pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.